rencontré le président Macron en lui disant quand vous aurez fini ce grand forum sur l'intelligence artificielle, sachez que vous pouvez passer nous voir. Nous allons continuer la pérennité sur l'intelligence artificielle par les défis du patrimoine. Il m'a dit, je n'ai pas la possibilité de vous rencontrer parce que je dois rencontrer le président indien. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais le faire tout seul. Mais non, je ne vais pas le faire tout seul. Il me faut des gens de qualité, des gens qui sont, j'allais dire, les mains dans le cambouis au quotidien sur la technologie. Alors ce que je vais vous demander, chers amis, c'est d'abord, dans un premier temps, de vous présenter, puis présenter votre maison, et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, Aymeric, on va faire dans l'ordre, comme ça, si vous permettez. Madame, vous permettez qu'on puisse passer... voilà. Alors, Aymeric, allez-y. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis Aymeric Didet, je suis directeur général et directeur de la gestion de Pergam. Pergam, c'est une société de gestion entrepreneuriale qui a été créée il y a 25 ans par Olivier Combastet autour de deux grands verticaux, le non-coté et le coté. Et dans le côté, on a lancé plusieurs expertises en asset management sur diverses stratégies plutôt innovantes, tournées vers l'avenir, et dont une sur le secteur justement du software, avec un fonds qui s'appelle Software Conviction Fund, donc sur nos convictions, nos plus principales convictions dans le secteur tech et dans le secteur du software. Donc c'est de ça dont on pourra parler aujourd'hui. On va passer à Maggie. Donc, bonjour à tous, donc, moi je suis Maggie McDonald, donc je suis product specialist chez Edmond Rothschild, donc je travaille au quotidien avec les gérants qui gèrent les fonds, notamment les fonds thématiques. Donc Edmond Rothschild, c'est une société de gestion qui fait partie d'un grand groupe avec plus de 250 ans d'histoire. On a 180 milliards d'actifs sous gestion. Et on a été en fait une des toutes premières maisons à lancer des fonds thématiques avec typiquement le lancement d'un fonds sur la santé il y a 40 ans exactement. Donc la santé est une vraie thématique de croissance structurelle, on y croit, ça fait partie effectivement des grandes valeurs qu'on cherche à promouvoir au sein du groupe. Et on a lancé, donc il y a 10 ans, un des tout premiers fonds à avoir identifié la donnée de masse, le big data, comme étant le nouvel or noir du 21e siècle. Donc c'est un très très beau succès. Le fonds aujourd'hui fait près de 2 milliards et demi, on a 3 milliards et demi dans la stratégie et on vous remercie pour votre confiance car je sais que c'est un fonds qui est référencé par de nombreux CGP et puis voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Toulieu, j'ai 55 ans, je crois que je vais être grand-père cette année, vous pouvez m'applaudir. Je suis président d'Atimis Gestion, on est une société de gestion toute petite, indépendante, peut-être le dernier indépendant, au bout d'un moment il en restera un, il y aura Edouard aussi, et nous peut-être. Et donc on gère 200 millions, mais on a fait un choix très particulier, c'est d'être un acteur de niche sur des fonds thématiques, ancrés sur l'avenir et sur l'innovation, pas uniquement sur la tech, donc j'étais très flatté qu'on me convoque sur la tech, mais ça fait partie, je crois que la tech est partout en vérité, donc j'espère qu'on va l'évoquer tout à l'heure. Et nos fonds s'appellent principalement Atimis Millennial, Atimis Industrie 4.0, Atimis Better Life. On a eu des perfs canons ces derniers temps, après des années un peu moins faciles, je pense à 2022. Mais je crois que cette approche qu'on a envie de promouvoir, qui est d'être ancré sur l'avenir, mais en restant assez conservateur sur la gestion du risque, c'est une très bonne approche pour les prochaines années. Je voudrais remercier Actualis, qui sont des jeunes amis que je connais depuis très longtemps, de nous avoir choisis comme partenaires cette année. Bonjour tout le monde, mon nom c'est David Rainville, je suis gérant tech chez Sycomore. Je gère un fonds d'environ 430 milliards d'euros sur la tech qui s'appelle Sycomore Sustainable Tech, donc c'est un fonds article 9, c'est un fonds ESG 100% sustainable, focusé sur la tech. Et donc, comme vous l'entendez, je suis pas de Paris exactement, donc je me suis relocalisé avec ma famille il y a 2 ans maintenant. Donc ça fait 2 ans aujourd'hui que j'ai joint Sycomore pour gérer le fonds tech. Donc bonjour. Alors, j'avais prévu un peu, j'ai des questions bien entendu à vous poser et des questions que je vous ai également transmises. Mais bon, l'actualité étant importante aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, donc je vais un petit peu dériver par rapport
à ce que j'avais prévu, et vous m'en pardonnerez. Voilà. L'idée est la chose suivante, on va déjà parler de l'IA. Alors, j'ai pris quelques chiffres, et je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Les hyperscalers, est-ce que je le prononce bien? Ça passe. Américains, j'ai demandé avant à notre ami qui va souvent aux États-Unis, parce que si je n'avais pas l'accent américain, du moins, de m'y approcher le plus proche. Alors, Américains injectent près de 300 milliards de dollars en 2025, nous sommes en 2025, hein, pour renforcer leur infrastructure cloud et accélérer cette révolution. Amazon prévoit d'investir plus de 100 milliards de dollars dans le cloud et l'IA en 2025. Microsoft envisage des dépenses d'environ 80 milliards de dollars pour développer des centres de données dédiés à l'IA au cours de l'exercice 2025. Alphabet a annoncé un budget de 75 milliards de dollars pour renforcer ses capacités en IA cette année. Meta prévoit d'investir entre 60 et 65 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA en 2025, marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Alors la question est de dire, alors en plus si on parle maintenant des pays, je crois qu'en Europe ça a été, c'est 104 milliards qui est prévu pour l'Europe. Aux États-Unis, je n'ai pas le chiffre, vous pourrez peut-être nous le donner. Mais en tout état de cause, on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui vont être mis sur l'IA. Donc l'IA est peut-être le détonateur de la technologie de demain, mais entre-temps, on s'est rendu compte que sur l'IA, il y a beaucoup d'acteurs européens, mais beaucoup d'acteurs dans le monde entier se sont intéressés à ce sujet, si bien même que la dernière information, les Chinois sont venus dans la danse aujourd'hui et peut-être révolutionner le modèle économique. Alors en France, sous l'animation de notre président Macron, ils vont montrer que l'Europe aussi, qui a leurs savants, etc., qui sont présents, mais qui malheureusement sont montrés souvent à l'extérieur de leur périmètre, vont à l'étranger. Les Indiens, ils sont venus, ils sont déplacés, donc c'est un sujet mondial. Bon. Alors, le sujet, quand je pose la question, quelle perspective pour la tech en 2025? Est-ce une thématique toujours porteuse? Parlons d'abord de l'IA. Quel est votre sentiment sur l'IA aujourd'hui? Allez, qui c'est qui veut commencer? Ça me ferait plaisir de commencer. Vous m'entendez? Non, hein? Oui. Non. Ah, peut-être. Hello? Hello? Prends le mien, puis tu me le repasses. Merci, c'est gentil. Oui, donc pour nous, l'IA, il y a eu beaucoup d'encre, il y a eu beaucoup de nouvelles qui a été écrites en 2023-2024 avec le lancement de ChatGPT en fin 2022. Et on croit que oui, il y a eu beaucoup de hype ou d'excitement, de surexcitement sur le domaine. Mais en fait, on croit que 2025, c'est une année assez particulière sur l'IA. Et pourquoi? Et ce sera parce que l'adoption suivra. Donc, il y a beaucoup de dépenses qui se font par les hyperscalers aux États-Unis, par les sovereigns, donc les gouvernements européens, les gouvernements du Moyen-Orient, même chose en Chine. Mais en fait, les modèles qui sont en train de sortir et de se faire révéler par les labs d'IA comme OpenAI, si on veut utiliser comme exemple, ont des capacités de raisonnement qui ressemblent très fortement à un humain. C'est même estimé que O3, qui est le nouveau modèle de raisonnement d'OpenAI, aurait un QI de presque 160. Donc ça, c'est un QI de 1 en 13 000 personnes. Donc pour 200 $ par mois, maintenant, on peut avoir un assistant dans nos poches qui a un QI beaucoup plus élevé que le mien. Donc ça vaut la peine. Et ces applications-là, aujourd'hui, ont vraiment des impacts profonds dans ma journée de tous les jours. Tu peux lui poser des questions, d'aller faire de la recherche pour toi. Il va aller penser et rechercher sur le web. Je n'ai fait un ce matin, ça lui a pris 22 minutes et il m'a sorti 30 pages de recherche sur un sujet assez
niche, assez petit, la réaction des utilisateurs des nouveaux produits d'IA d'Adobe, parce qu'on est un investisseur dans Adobe, donc on faisait un petit peu plus de recherche sur l'utilisation. Donc pour nous, 2025, c'est vraiment l'année de l'IA. Je sais que ça fait drôle de dire après que NVIDIA a fait plus x10 en quelques années, mais on pense que ça continue. On croit que ces dépenses-là de cette année ne seront pas nécessairement en très grande croissance en 2026, mais continueront. Donc, ce qui veut dire que les attentes des investisseurs sont encore trop basses. Probablement pour NVIDIA, on pense 30-40% trop basses pour l'année prochaine. Donc, on croit que c'est cette année que les gens réalisent avec l'adoption. Et DeepSeek, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais pas, ça fait 2 semaines, je n'ai pas dormi avec ça. Et le moment pour catalyser cette adoption. Ça faisait 2-3 ans que les utilisateurs, les consommateurs n'avaient pas utilisé vraiment l'IA depuis le lancement de ChatGPT en 2022. Et là, ils réalisent, wow, l'IA a vraiment progressé et c'est vraiment utile. Donc, pour nous, c'est aujourd'hui que les investisseurs reviennent en force et que les consommateurs et les utilisateurs réalisent les bénéfices de ces produits d'IA génératifs. Moi, je pense qu'on assiste à un moment absolument fantastique et comparable, je sais pas, j'étais pas né, mais à l'invention de l'imprimerie. Donc, on est sur un moment où toutes nos vies vont changer. Il ne faut pas avoir peur parce qu'en général, quand on dit ça, on se dit on va perdre des emplois, ça va être terrible. Mais en réalité, on va avoir énormément d'applications dans plein de domaines qui vont s'améliorer, qui vont être fantastiques. Je pense à la santé particulièrement. J'étais à une conférence à New York en septembre avec des gens... avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques où ils expliquaient fondamentalement comment l'IA générative permettait de faire de la recherche, avoir des QI de 160 multiples qui vont faire de la recherche dans un coin et en quelques secondes qui vont faire des itérations et qui vont amener des résultats que une équipe de recherche classique aurait mis des dizaines d'années, voire des centaines d'années à atteindre, en théorie, c'est absolument incroyable. Donc on va avoir un progrès extraordinaire. Donc on est effectivement à un moment, presque à l'an 1, je crois, de cette révolution. Ceux qui ne veulent pas être investis là-dedans, tant pis pour eux, je pense, parce qu'ils vont regarder le train passer ou la fusée s'envoler. En revanche, il faut faire un petit peu attention. Moi, je vais faire un parallèle parce que quand on est un peu un vieux monsieur, on est tous un peu de cette période-là avec les premiers pas d'Internet, c'est que les gagnants, je ne sais pas qui seront les gagnants. Donc les gens mettent beaucoup d'argent pour gagner la compétition. Ça va être un marathon. Il y aura des gagnants et des perdants. Moi, je me rappelle que pour faire du search sur Internet, fin des années 90, j'utilisais Mosaic ou Netscape, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça a complètement disparu, donc je ne sais pas qui va être la gagnante demain. Et aujourd'hui, il y a une guerre de l'investissement pour tout rafler, qui est très spectaculaire. Donc moi, je fais attention, comme je le disais, chez Atimis, on fait des fonds thématiques, mais avec plusieurs thématiques à l'intérieur. Je fais attention aux pondérations, parce qu'il y a eu une envolée de certains dossiers. Il y a des dossiers qui se traitent objectivement extrêmement cher. Je suis très curieux d'entendre le software tout à l'heure, parce que j'ai eu l'année dernière toute l'année du Palantir, j'en ai vendu début janvier, et depuis, ça fait 50%, et je suis très énervé. J'ai gagné 300% l'année dernière. Mais quand on a des boîtes qui valent 80 fois le chiffre d'affaires, moi, là, je deviens un peu conservateur et je pense à votre épargne, donc je fais attention. Et donc, il y a pas mal de bonnes nouvelles dans certains secteurs qui sont dans les cours. D'ailleurs, on l'a vu quand DeepSeek, là, cette IA chinoise est sortie, qui a balancé que ça leur avait coûté 5,6 millions de dollars, ce qui est évidemment faux. Et je pense que ces gens-là ont un peu pompé à droite, à gauche chez OpenAI aussi. Mais la réalité, ça remet un peu les compteurs à zéro, entre guillemets, ça permet de remettre du réalisme. Donc on est au milieu d'une ère absolument nouvelle, absolument fantastique. Je pense qu'elle sera géniale. Moi aussi, au quotidien, j'utilise peut-être 20-30 fois par jour un outil d'AI pour faire de la recherche, et c'est génial. Ça fait, un jour j'ai dit, ça me rajoute 10 assistants en fait à côté et qui sont super efficaces. Mais attention aux valorisations, attention à l'envol de certains dossiers, et voilà, on parlera de la suite après parce qu'on a plein de choses à dire. Alors oui, moi je suis assez d'accord en fait avec tout ce qui vient effectivement d'être énoncé. Alors ce qu'on remarque à notre niveau, et ça pour effectivement avoir un peu accompagné donc cette révolution industrielle qui est donc liée à la prolifération des données et à l'intelligence artificielle. Donc il y a un lien bien évidemment entre l'intelligence artificielle et les données, c'est-à-dire que la qualité des modèles que vous allez utiliser, elle va être étroitement dépendante de la qualité des données. Donc aujourd'hui, ce qui va effectivement être le nerf de la guerre, c'est la qualité des données sur lesquelles vous allez pouvoir entraîner des modèles. Et c'est pour ça qu'on reste convaincu que dans la chaîne de valeur, il faut être assez sélectif.
On estime qu'il va y avoir une vraie diffusion de l'IA. Donc aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau boursier, sur les 2 dernières années, l'envolée des grandes capitalisations boursières américaines, c'était essentiellement des valeurs qui sont liées à l'intelligence artificielle. Donc il y a eu 20 000 milliards de capitalisation boursière qui se sont créés sur les 2 dernières années, dont Nvidia qui a effectivement été multiplié par 8 sur l'espace de 2 ans. Donc ça correspond certes à une croissance bénéficiaire, puisqu'Nvidia a pu on va dire, bénéficier de plein fouet de toutes ces dépenses qui ont été annoncées. Mais à la fin, on peut se poser la question de la monétisation de toutes ces dépenses. Donc aujourd'hui, la diffusion de l'IA, on y croit. On est très très confiant sur les utilisateurs de données. Alors vous savez que le fonds Big Data il est structuré autour effectivement des sociétés qui sont dans l'infrastructure, des sociétés qui font l'analyse. Et sur les utilisateurs de données, vous avez des acteurs de l'économie, on va dire, traditionnelle, qui ont été les pionniers dans l'utilisation des données qu'elles ont mis des années à accumuler. Et on voit aujourd'hui des vrais gains de productivité dans la santé, dans le secteur de l'assurance, dans le secteur bancaire, dans le secteur de la logistique. Donc on reste extrêmement confiant sur cette diffusion des nouveaux outils, de l'intelligence artificielle et bien évidemment la gestion du risque. C'est extrêmement important quand on gère de l'innovation. Les leaders d'aujourd'hui ne seront pas les leaders de demain. Ça, c'est une certitude. Et c'est pour ça qu'on reste effectivement très, très, j'ai envie de dire, prudent, réaliste sur les hypothèses embarquées qu'on a aujourd'hui dans le marché. Merci beaucoup. Que dire après ça? Beaucoup de choses. Sur l'intelligence artificielle, on est à peu près tous d'accord pour dire que ça va révolutionner nos vies, que ça a commencé à révolutionner nos vies, ça va révolutionner beaucoup de secteurs d'activité, donc c'est présent aujourd'hui et c'est à prendre en compte dans l'évolution économique, dans l'évolution sociétale également, donc ça a beaucoup d'impact aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, mais aussi donc sur les marchés financiers. Aujourd'hui, il y a aussi des histoires de valorisation, ça c'est très clair, et on est très content en fait que DeepSeek soit arrivé, parce que ça rabat un peu les cartes. On arrête de penser aux croissances infinies dès qu'on met le mot IA à la fin de son communiqué. Donc aujourd'hui, ça permet aujourd'hui de remettre un petit peu de réalité et de réalisme sur toute cette thématique qui est l'intelligence artificielle, la tech, un peu comme en 2000, où quand en 2000 on mettait .com, tout de suite les publications étaient meilleures. Donc aujourd'hui, on est un peu dans la même histoire, on met IA et c'est un petit peu mieux pour les publications. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on est à ce moment-là, le moment où il faut devenir beaucoup plus sélectif dans la gestion sur cette thématique. Parce que l'IA, finalement, ça existe depuis des années. Aujourd'hui, on a connu une envolée grâce aux investissements qui ont été réalisés par les grands de la tech américaine principalement. C'est génial. Mais aujourd'hui, on arrive au moment où il faut devenir sélectif. Et c'est là où on s'intéresse à l'étape d'après. L'étape d'après de l'IA, c'est qu'est-ce qu'on va en générer, comment on va le monétiser et comment ça va se traduire en performance boursière pour les investisseurs. Donc c'est ça aujourd'hui qui sont les grands enjeux de l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'on en a parlé, il y a des secteurs qui vont en bénéficier de façon assez rapide. Les 3 secteurs qui en bénéficieront le plus, c'est évidemment la santé, le e-commerce et tout ce qui est la partie financière, banque, assurance, qui sont les 3 secteurs qui vont bénéficier le plus aujourd'hui des progrès qui sont faits dans l'intelligence artificielle en termes de gains de productivité, de ciblage d'acheteurs pour le e-commerce par exemple. Et donc aujourd'hui, ça se traduira plus rapidement dans ces secteurs-là en création de chiffre d'affaires supplémentaires. Donc c'est ça aujourd'hui qui nous rend un tout petit peu plus sélectifs. Et l'histoire de DeepSeek, elle est géniale parce que ce ne sont plus les créateurs et les sociétés qui ont permis de générer toute cette croissance des marchés financiers qu'on a eu ces dernières années, c'est plus ces acteurs-là qu'on met en avant et c'est un petit peu maintenant les seconds couteaux. Donc c'est là où ça devient un moment intéressant, notamment d'un point de vue gestion financière, parce qu'il y a tout un travail d'analyse et de recherche de savoir qui sont les gagnants de demain. Qu'est-ce que les gens... Je donne autre question et en peu de temps, vous avez déjà résumé mon intervention. Mais bon, allez. En effet, donc l'IA, c'est une révolution sociétale, le mot a été dit, c'est une révolution sociétale.
Mais quelque part, bon, il y aura, on a dit, des gagnants et des perdants. Vous avez avancé sur le sujet sur les valorisations. Je vous en remercie, on en parlera quand même. Le fait que Dixit est intervenu, etc. Et vous en êtes content parce qu'à la limite, ça vous donnera véritablement des valeurs aux entreprises plutôt que des excès de valorisation aujourd'hui pratiqués. Mais maintenant, l'IA va aussi engendrer des difficultés, et notamment tout ce qui concerne la cybersécurité, les data centers. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui quel est votre sentiment sur ces sujets-là, qui sont quand même des sujets, il va falloir être à la mesure de l'évolution de l'IA, et comment on va pouvoir demain avoir la possibilité de grandir au travers des data centers, entre autres, qui est un gros sujet. Et donc là, et puis, autre question, et après je vous lâche sur les différentes questions que je viens de vous poser. Aujourd'hui, les enjeux sont mondiaux, mais qui va être le grand gagnant en Europe, les États-Unis, la Chine? Vous avez parlé tout à l'heure d'Ixi. Donc voilà, quels vont être les grands gagnants aujourd'hui de ce phénomène? Mais si vous voulez bien me répondre sur la cybersécurité et le data center. Merci. Je vais partir sur le data center et la cybersécurité. Data center, un mal nécessaire obligatoire avec une croissance encore extrêmement importante pour multiples raisons. La première, c'est que les data, les données, on va tous en avoir besoin et l'intelligence artificielle est consommatrice d'énormément de données. Donc évidemment, le potentiel de croissance, il est énorme sur tout ce qui est cloud. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de la moitié des entreprises de plus de 15 personnes qui n'ont pas encore fait le choix de transférer leurs données sur un serveur cloud et qu'ils le conservent encore sur des serveurs non physiques. Donc clairement, il y a un potentiel encore important sur tous ces sujets-là. Donc c'est pour ça que les data centers ont une croissance qui va continuer d'être importante dans les années à venir. Ça implique évidemment des histoires autour de l'énergie, de l'ESG, parce que c'est consommateur d'énormément d'énergie. C'est pas pour rien que les grands du secteur, que sont Amazon ou Microsoft, construisent leurs data centers aujourd'hui à côté des centrales nucléaires, qui sécurisent les terrains à côté des centrales, qui font appel aux meilleurs des gestions d'énergie, type Schneider par exemple, qui est très présent dans la gestion d'énergie des data centers. C'est pour ça, quand il y a eu l'histoire de DeepSeek, on a vu ce genre de titre baisser fortement, parce que ce sont des acteurs qui sont très présents aujourd'hui dans la chaîne de valeur. Donc le sujet de l'énergie est tout aussi important pour les data centers. Et c'est là où c'est une thématique à part entière qui pour nous est source de croissance. Qui dit données, data center, dit cybersécurité. Alors les grands du secteur, évidemment, c'est les Palo Alto qu'on a tous connus, ou les CrowdStrike, qui a eu une actualité où dès qu'on a un problème de sécurité, ça peut avoir des impacts très forts sur les titres. Mais clairement, la cybersécurité, elle est ultra présente, parce que qui dit données, dit cybersécurité. Et c'est là où aujourd'hui les grands acteurs sont encore une fois malheureusement américains. Dès qu'on parle tech, malheureusement, on parle États-Unis, l'Europe et la France. On l'a vu encore au sommet, malheureusement, ces derniers jours. On parle inclusion, on parle souveraineté, on parle régulation, alors qu'aux États-Unis, on dérégule et on parle croissance. C'est malheureusement pour ça que sur la partie tech, nous, en tout cas, on aura plutôt tendance à aller le faire avec les Américains. Donc oui, sur la partie data center, donc on reste là assez constructif, puisque c'est un peu l'infrastructure qui est nécessaire pour accompagner, on va dire, toutes ces transformations. Sur la partie cybersécurité, je pense qu'il y a des choses assez intéressantes qui peuvent être, on va dire, investiguées hors des États-Unis. On a quelques acteurs, notamment en Europe. Il y a une chose en fait, qu'on ne mesure pas, mais c'est une société comme Orange, qui d'ailleurs a eu un très beau parcours boursier depuis le début de l'année, et le deuxième opérateur, deuxième société de services de cybersécurité en Europe. Donc vous avez la possibilité on va dire, de vous exposer à la cybersécurité d'une autre manière que d'investir dans Palantir, qui, je crois que j'avais vu les derniers chiffres, souvent sur un multiple de bénéfices de près de 200 fois les résultats de cette année. Vous avez des acteurs typiquement dans tout ce qui est gouvernance d'identité. Il va y avoir la réintroduction en bourse d'une société comme Cellpoint, qui est une société qui avait été retirée de la cote il y a 3 ans, une société qui est partie en OPA, qui faisait partie du fonds Big Data. Donc société qui est leader dans tout ce qui est gouvernance d'identité. Donc vous en avez besoin aujourd'hui, une entreprise
elle est sollicitée, on va dire, de l'intérieur et de l'extérieur. Et ces sociétés-là sont spécialisées pour en fait, sécuriser les accès au sein, effectivement, au sein des entreprises. Voilà, donc il y a des choses effectivement qui peuvent être identifiées, sélectionnées et peut-être éviter les poches de survalorisation qu'on peut avoir aujourd'hui sur cette thématique. Nous, on a le même constat en fait, la question, c'est la pioche, pour être très clair. C'est de chercher derrière qui bénéficie cette envolée. Donc, effectivement, les data centers, on a un fonds qui s'appelle la Timis Industrie 4.0, où on est dans l'industrie. Et les deux thèmes qui ont le mieux fonctionné après la PureTech l'année dernière, ça a été les data centers et tout ce qui tourne au-dessus, et l'aéronautique. Donc, voilà, deux thèmes fantastiques. Ils continuent d'ailleurs à très bien dérouler à ces moments enfin, on est aux 2 tiers des publications américaines. Alors, on a cité des dossiers comme Schneider Electric, il y a Eaton, qui est l'équivalent aux États-Unis. Nous, notre meilleure performance depuis le début de l'année dans le fonds Industrie 4.0, c'est Constellation Energy. C'est un spécialiste du nucléaire américain, avec qui d'ailleurs Microsoft, en septembre dernier, a conclu un accord pour réactiver une centrale nucléaire de 3 Mile Island, celle qui avait explosé, hein, pour mettre un peu d'ambiance et garder un peu de suspense dans la pièce. Moi, je crois beaucoup au nucléaire. Et je pense d'ailleurs, à ta question, qui va triompher de tout ça, je pense que la France va triompher de tout ça. C'est un peu de provocation. J'aime beaucoup la phrase du président Macron, plug, baby plug. Le fait d'avoir gardé le nucléaire, on peut remercier le général de Gaulle et M. Messmer d'avoir lancé le nucléaire en France. Et on peut remercier le président Macron de n'avoir fermé qu'une centrale, finalement. Parce que là, on a la possibilité, ça va être l'enjeu numéro 1. En septembre, j'écoutais, c'était la même conférence à New York, un patron d'une agence gouvernementale américaine à l'énergie. Il expliquait qu'en Virginie, dans ce qu'on appelle la Data Valley, qui est l'endroit où il y a le plus de data centers, maintenant le challenge, c'est est-ce qu'on donne de l'électricité aux citoyens ou bien aux data centers? Et comme les data centers ont plus d'argent que les citoyens, on a plutôt envie de se dire, les gars, on va un peu arrêter de Donc là, si on tire la chaîne, beaucoup de dossiers vont en profiter. C'est déjà un peu dans les cours. Donc la journée de DeepSeek, un Constellation, je crois, un bon 15%, je pense, enfin, dans ces eaux-là. Ça a bien secoué. Donc bon, j'ai moins rigolé. Enfin, je crois qu'on est à plus 40 year to date malgré ça. Et donc, voilà. Donc ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Mais en revanche, regardez tout ce qui est autour. Je peux citer Carrier aussi qu'on a en portefeuille, qui, moi je l'avais un peu acheté en me disant le réchauffement climatique. Bon, maintenant c'est devenu un refroidissement depuis quelques semaines, mais surtout à Paris. Mais les changements climatiques font qu'on va devoir tous s'équiper finalement de climatisation. Le fait de passer à l'électrique fait que les pompes à chaleur, ils sont très bien positionnés. Ce qui a cartonné l'année dernière, c'est le refroidissement des data centers. Il faut refroidir tout cet univers-là. Donc si on joue l'appel et la pioche, il y a beaucoup de secteurs qui vont gagner. La France n'est pas foutue grâce au nucléaire. La France n'est pas foutue grâce à ses ingénieurs. Moi, j'insiste sur un point. J'ai écouté en conférence, c'était Porte de Versailles, la Vivatech l'année dernière. Yann Lequin, c'est le patron de l'IA de Facebook, enfin de Meta. J'ai téléchargé Mistral AI, le chat. Je ne l'ai pas encore essayé. Il paraît que c'est très bien, mais bon, on ne peut pas tout essayer. C'était avant-hier. Donc voilà. Mais je pense qu'on peut être très très bien positionné. Si on arrête en Europe d'être le pays, le continent de la réglementation et de la fiscalité, on a des super écoles d'ingénieurs et donc on va inventer, j'espère, autre chose que RGPD et on va se lancer dans la course. Pourquoi pas? Voilà. C'est un petit cri du cœur, un petit cocorico. C'est très bien dit. La France, les ingénieurs, c'est quelque chose qui était très impressionnant pour moi quand j'ai déménagé ici, mais c'est vrai qu'il y a un problème de capital, de fiscalité pour avoir cet entrepreneuriat et ce risk-taking, le désir de prendre des risques qu'on a dans le Silicon Valley aux États-Unis. Donc, c'était cool de voir Plug Baby Plug. Je pense que Drill Baby Drill, c'était Nixon ou Reagan, je ne me rappelle pas, mais bon, j'ai bien aimé. Sur les data centers, c'est intéressant. J'ai une vue un petit peu différente du groupe. Je pense que c'est très important. Ça va continuer d'avoir beaucoup de croissance. Par contre, en tant qu'analyste financier, en tant que gérant de portfolio, on parle beaucoup de valorisation. Et notre job, c'est de trouver un petit peu les indices ou les nuances que les compagnies nous disent. Puis, parlant à Microsoft et à Meta et à ces boîtes-là, ce qu'ils nous disent, dans le fond, c'est qu'ils ont déjà fait beaucoup de ces commandes-là pour les data centers et tout ce qui est le power. Et en fait, comme Microsoft, l'année dernière, environ 70% de leur CAPEX était lié au data center et tout ce qui est à l'extérieur du data center, pas nécessairement aux puces et aux serveurs. Et 30% étaient puces et serveurs.
Et l'année prochaine, dans les 12 prochains mois, ce chiffre-là va se renverser. Donc, ça sera 70% plus les serveurs et 30% du shell, la carapace des data centers et la connexion à l'énergie. Donc, pour nous, AI Power, c'est des trucs qu'on avait dans le portfolio. On n'est pas un fonds d'IA. On a 45% de semi-conducteurs, 45% de software. Donc, on a un petit peu les deux côtés de la médaille. Mais on réduit un petit peu notre AI Power et on est en train de réanalyser tout ça pour être plus sélectif sur les valos. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, les valeurs industrielles qui sont liées au data center power et tout ça traitent à un multiple qui est 1,4 fois le multiple du S&P 500. Tandis que les valeurs d'IA, de semi-conducteurs comme NVIDIA, Micron, TSMC, tout ça, traitent à un multiple qui est équivalent au S&P 500. Donc, je crois que pour nous, cette année, la trade sera moins data center et plus puce. Et ça pourra se renverser après ça parce que je crois que la trend des data centers elle sera beaucoup plus longue. Mais pour l'instant, peut-être une petite pause. Et sur les pays, bon, je ne vais pas dire la même chose que tout le monde a dit, mais oui, les États-Unis, c'est sûr. Il y a une petite boîte, probablement la boîte la plus importante du monde, qui s'appelle TSMC à Taïwan, qui en bénéficie. Ils ont 100% de part de marché de toutes les puces d'IA qui sont faites, que ce soit les puces de Google, les puces de Microsoft, les puces de... je dis de Microsoft, ils n'en ont pas beaucoup, plus les puces de NVIDIA. Donc ça, il ne faut pas oublier l'importance géopolitique de Taïwan. Et il y a beaucoup de petites valeurs en Corée qui font partie de cette chaîne de valeurs-là. Le Vietnam est en train de bâtir beaucoup de centres d'assemblage. La Malaisie, ils sont en train de construire beaucoup de data centers pour servir l'IA à l'intérieur de l'Asie. Mais oui, ça reste 80% États-Unis. Ouais, surtout qu'il y a pas mal de choses autour des data centers, puisqu'il y a une question de souveraineté nationale qui se pose de plus en plus. Donc c'est pour ça aussi que ça va continuer à avoir pas mal de croissance, parce que la question de savoir où sont les données, où est-ce qu'elles sont stockées, devient de plus en plus importante. Et ça, c'est un trend, c'est une tendance qui va avoir ça va continuer pendant les prochaines années. Donc c'est pour ça que nous, en tout cas, on va rester positif là-dessus. On est assez d'accord sur le fait qu'il peut y avoir aussi un petit peu des pauses aussi, parce qu'il y a des forces contraires aussi là-dessus. La gestion des data centers, ça s'améliore aussi d'année en année, avec aujourd'hui l'utilisation aussi bien meilleure de toutes ces infrastructures, de toute la puissance de calcul. Il y a beaucoup de software justement qui sont autour de cette thématique-là et qui permettent d'utiliser beaucoup mieux à la fois l'énergie, mais aussi l'utilisation de tous ces semi-conducteurs, de toutes ces puces, pour que finalement on les utilise que quand on en a besoin. Donc c'est aussi des choses qui sont des vents contraires quelque part au data center, puisqu'on en aura besoin d'un tout petit peu moins de puissance de calcul que ce qu'on peut imaginer, que certains chiffres étaient annoncés en tout cas ces dernières années. Donc il y a du pour, il y a du contre, mais ça reste quand même des tendances qui sont importantes. Alors là, on va parler un peu aussi de transition énergétique. Il n'y a pas une journée où on n'en parle pas. Alors, comment, et notamment la transition énergétique dans la réallocation des capitaux futurs de demain, comment la tech se positionne aujourd'hui? Parce que là, on est loin de la transition énergétique, les enfants. On est très très loin. Et comment vous allez intégrer cet aspect-là où on vous dit article 8, article 9, etc. Comment vous allez faire pour gérer, tout en tenant compte de l'évolution naturelle d'une société qui est en train de sombrer par le climat, par tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de technologie et on ne parle plus de climat, on ne parle plus de transition énergétique. Comment vous voyez les choses par rapport à cette tech aujourd'hui? On a parlé tout à l'heure aussi de centrales nucléaires, Non, je ne suis pas un expert de tout ce qui est énergie. Ce que je dirais en tant que gérant d'un fonds article 9, c'est qu'on essaie de contrer... Ouais, dans la tech, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas toujours facile, mais on trouve une bonne manière de progresser et tout ça. Donc, on a un fonds, un petit blog qui s'appelle Global Ecosol. Eux, ils sont beaucoup mieux positionnés sur tout ce qui est la transition énergétique. Ils nous aident beaucoup dans notre choix de valeur à faire les bonnes décisions sur toute cette histoire-là de data center et la puissance. Parce que si on regarde xAI, qui est la compagnie d'IA d'Elon Musk, a construit un data center avec 100 000 GPU à Memphis, et ça prend tellement de power, d'énergie,
qu'il a installé des turbines de gaz et il l'a connecté sur le pipeline juste autour du data center pour être capable d'alimenter ces 100 000 GPU-là. Donc oui, il y a des gros problèmes énergétiques, il y a des grosses questions de climat. Je pense que le nucléaire, c'est une solution. Mais pour nous, dans le fond, donc je parlais de ça, je laisse les autres parler de vraies solutions énergétiques, c'est d'investir dans des boîtes qui offre des solutions pour réduire cette consommation d'énergie-là. On a parlé de liquid cooling. Il y a une boîte Taïwan encore qui s'appelle Asia Vital Components qui fait les plaques froides pour le cooling de ces GPU-là, qui réduit la demande énergétique de ces data centers-là d'un côté de cooling et d'air climatisé et tout ça. Et il y a d'autres boîtes de solutions comme Vertiv qui font tout ce qui est HVAC, qui est l'air conditionné, l'air climatisé et le management de la consommation d'énergie de chaque serveur. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de se positionner avec des boîtes qui aident à résoudre le problème, mais qui ne le résoudent pas. Pas encore, en tout cas. Moi, je pense que toute cette intelligence artificielle, la consommation d'énergie, les chiffres, on se bat, les statistiques sortent les unes après les autres, mais au-delà de sortir un chiffre spectaculaire, c'est très très mauvais pour l'environnement, il faut le reconnaître. Maintenant, moi, je reviens sur le sujet du nucléaire. La solution, c'est le nucléaire, parce qu'on voit, il y a une très belle carte qui tourne tous les jours là, sur ce qui se passe en Europe. On voit que la France est ouverte et l'Allemagne qui a arrêté tout le nucléaire et la Pologne émettent du CO2 de façon incroyable et des particules fines. Donc l'enjeu, il est de trouver des solutions qui permettent, quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil, d'avoir de l'énergie dans un monde qui consommera toujours plus d'énergie. Parce qu'au-delà de l'IA, notre consommation, moi je travaille énormément sur les usages, et les usages liés au cloud par exemple, notre consommation réseaux sociaux, notre consommation médias, par exemple Netflix et compagnie, évidemment on utilise du cloud et de l'énergie. Et donc la solution, c'est en grande partie le nucléaire, c'est d'optimiser les sources d'énergie. Et après, il y avait une question que tu nous as envoyée. Alors moi j'ai demandé à ChatGPT justement les réponses aux questions, parce que comme je n'ai pas un QI de 160, je me suis aidé d'un QI de 160. Et dans les réponses, je vais vous faire une réponse, j'ai promis de ne pas dire ça, mais je pense que l'ESG est une belle arnaque en fait. Et je pense que le régulateur nous impose, a imposé au conseiller en gestion de patrimoine et à la profession financière une espèce de bureaucratie absolument insupportable, totalement hypocrite. Moi, ma façon de répondre à ça, c'était d'exclure le pétrole, le tabac, enfin des trucs que je considérais comme complètement mauvaises. Alors le pétrole, on peut en discuter parce que j'en utilise au quotidien, tout le temps. Je sais pas, mes lunettes sont en plastique, donc forcément il y a du pétrole. Quand je vais en Normandie, j'utilise une voiture qui est hybride, rechargeable, donc il y a forcément un peu de pétrole, etc. Tout ce qu'on teste. Mais dans notre profession, on a fait preuve d'une espèce d'hypocrisie massive en suivant des directives européennes qui n'ont absolument pas de sens. Et on se retrouve effectivement à acheter des valeurs qui vont consommer énormément d'énergie. Enfin voilà, je suis très très critique actuellement. Aux États-Unis, il y a des États qui commencent à interdire le mot ESG. Je pense au Texas, par exemple. En tout cas, dire si vous voulez bosser avec nous, comme vous n'aimez pas le pétrole, venez pas. Et je pense qu'ici, on va aller plutôt dans une direction comme ça, c'est-à-dire se dire beaucoup moins d'hypocrisie, plus de réalisme, beaucoup moins de bureaucratie, en tout cas, je l'espère. Vous avez tous le questionnaire ESG quand vous entrez en relation, on ne comprend rien, personne ne comprend rien. Les gens qui les ont rédigés ne comprennent pas non plus. On essaye tout le temps de nous mettre à défaut sur des réglementations qui n'ont absolument aucun sens. Et j'espère vraiment qu'on va se libérer de tout ça. Je ne compte pas énormément sur Madame von der Leyen pour nous libérer dans les jours qui viennent. Mais j'ai un petit espoir sur la libéralisation du monde et la compétition justement avec les États-Unis pour moins de réglementation stupide et une réglementation saine, parce que la direction pour l'environnement, elle est bonne, évidemment. Sinon, je n'aurais pas acheté une hybride. Sur la partie aide à la réduction d'empreinte environnementale, c'est vrai qu'en Europe, on a une certaine courbe d'expérience. Et c'est vrai qu'une façon, effectivement, j'ai envie de dire, de capitaliser sur cette thématique, c'est plutôt de s'orienter sur des sociétés qui offrent des solutions et des sociétés qui offrent du conseil. Alors vous avez en Europe un certain nombre de sociétés qui sont spécialisées dans l'ingénierie et qui depuis plusieurs années travaillent avec les grandes sociétés de tech pour les aider effectivement à mieux maîtriser typiquement l'utilisation de l'eau, l'utilisation aussi de l'électricité. Et donc la partie solution, la partie service, c'est pour nous en fait une façon assez à droite de participer, j'ai envie de dire, à cette maîtrise et à cette nécessité de réduire en fait les impacts environnementaux en fait qu'on a dans la tech de manière
assez structurel. Alors oui, sur les sujets d'énergie et d'ESG, c'est vrai que quand on parle tech, on est clairement dans un des secteurs qui est aux antipodes des sujets de l'ESG. Particulièrement quand on parle États-Unis, où aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump, on est évidemment sur un changement drastique de politique, où aujourd'hui on pousse la dérégulation et tout tourné vers la croissance, quoi qu'il en coûte. Donc clairement, on a un changement total de vue par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, nous, en Europe, qui est totalement à l'opposé. Donc c'est pour ça que pour le moment, en tout cas dans nos investissements, nous on préfère aller du côté de la croissance et des acteurs qui vont, entre guillemets, se libérer des contraintes à la fois administratives et régulatoires. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'en sont pas conscients. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Parce que quand on regarde aujourd'hui les rapports de ces entreprises, ils y font quand même attention. Ils sont quand même concernés. Et c'est là où aujourd'hui, il ne faut pas non plus voir les acteurs américains comme les plus mauvais de la classe sur la consommation énergétique. Ils sont plus que concernés par l'efficience énergétique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça reste un élément important dans nos choix de valeurs, pas forcément pour des raisons éthiques ou, on va dire, régulatoires qui nous sont imposées en Europe, mais plus parce que ce sont des enjeux de croissance, notamment sur les acteurs américains. Donc c'est pour ça qu'on les prend quand même en compte, parce qu'ils sont impactants pour finalement la bonne production, la bonne croissance des entreprises là-bas. Donc c'est quand même des sujets qui les concernent, même s'ils dérégulent encore aujourd'hui. Bon, maintenant on va parler de vous un peu. Hein. Donc au quotidien, si vous êtes là, c'est que vous avez des fonds à gérer sur la technologie. Alors, vous allez nous parler un petit peu comment vous travaillez sur la technologie, sur vos différentes thématiques, vos spécialités, votre expertise. Il faut savoir aussi que la techno, c'est cher. Est-ce que vous pensez que ça va baisser? Quels sont les ratios aujourd'hui quand on rentre une boîte dans vos fonds au quotidien? Ça ne peut pas être comparable à d'autres valeurs. Voilà. Donc, et votre segment de marché auquel vous croyez? Software alors? Allez. Ben, on n'a pas de Palantir, donc non. Typiquement parce que c'est beaucoup trop cher, clairement. Aujourd'hui, on est un acteur sur lequel on investit sur la thématique du software. C'est un fonds qui a été lancé il y a un peu plus de 3 ans, il y a 4 ans, sur uniquement cette thématique-là, et qui est une thématique, qui est une toute petite catégorie en fait de la tech. Parce qu'on ne va pas sur la thématique des semi-conducteurs, donc on ne va pas sur tout ce qui est Nvidia ou les grandes GAFAM. Donc clairement, aujourd'hui, on est sur une toute petite catégorie qui est le software et qui est pour nous, finalement, quand on parlait de la pelle et des pioches, un des acteurs qui vient après, justement, toute cette croissance de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, il faut l'organiser. Il faut aujourd'hui avoir des solutions pour générer du contenu, pour le surveiller, le contrôler. Et c'est là où aujourd'hui, le software arrive à point normé, et on l'a vu quand il y a eu l'histoire de DeepSeek. Typiquement, c'est un secteur, dans la journée, il prend plus de 7%. Le fonds prend plus de 7% sur cette journée-là. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on met en avant cette thématique du software dans un univers qui obéit en fait à une règle. C'est la règle des 40, the rule of 40 en anglais. C'est des sociétés qui, quand on ajoute le pourcentage de croissance du chiffre d'affaires et le pourcentage de la marge, on obtient au minimum 40%. Donc c'est vraiment des sociétés qui peuvent faire pour certaines 30% de croissance du chiffre d'affaires et 10% de marge. Bon, celle-là, on est d'accord. Mais la moyenne doit être supérieure à 40. Donc ce sont vraiment des sociétés avec des croissances rentables pour la plupart. Donc c'est vraiment comme ça qu'on sélectionne nos valeurs. Alors évidemment, on va nous dire que les multiples de valorisation sont élevés. Oui, mais ce qui nous a été souvent reproché, c'est d'aller acheter des valeurs chères. Mais depuis des années, les valeurs chères dans les secteurs de la croissance sont toujours plus chères le lendemain. Donc c'est pour ça qu'on continue à être dans des valeurs de croissance qui pour nous ont du potentiel. Pour ça, on va sélectionner nos valeurs avec pas mal d'analyses. Comme on a un ADN chez Pergam autour du private equity, on se rapproche de ce que fait le private equity pour rechercher la valeur et la valorisation des titres. On s'intéresse beaucoup à finalement qu'est-ce que font les entreprises. Est-ce que leurs technologies sont viables? Est-ce que les concurrents peuvent les disrupter du jour au lendemain? Ou est-ce que c'est des technologies d'avenir? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est d'aller interroger
les clients, les fournisseurs, pour valider la réalité opérationnelle de ces entreprises. Et enfin vient toute l'histoire de la valorisation, de savoir si la croissance va perdurer, si les entreprises sont chères ou pas chères, en multiple de chiffre d'affaires notamment, où aujourd'hui, après la crise de 2022, on a eu le bonheur d'avoir tout un secteur, dans le secteur du software, qui est revenu sur sa moyenne historique. Donc qui aujourd'hui n'a plus de survalorisation pour la valorisation moyenne du secteur. Donc ça offre la possibilité d'intervenir encore dans ce secteur, à la fois sur des sociétés qui sont liées aux infrastructures, aussi bien sur d'autres sociétés un petit peu moins en ce moment, par exemple pour la cybersécurité, on le disait tout à l'heure, et c'est un secteur dont la valorisation a explosé ces 2 dernières années, et au final, plus finalement sur la gestion des bases de données. Parce que les data centers, on le disait tout à l'heure, ont connu une croissance très forte, et la gestion des bases de données a un avenir pour nous colossal dans les années à venir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le fonds software, on a une quarantaine de valeurs, malheureusement pour nous Français, uniquement quasiment aux États-Unis, mais avec des performances boursières qui ont été assez exceptionnelles. Et il y a 2 ans, en 2023, le fonds fait plus de 60%. Il termine premier fonds action international sur la base Cantalis. L'année dernière, sans avoir les GAFAM, sans avoir toutes ces valeurs liées aux semi-conducteurs, il fait un peu plus de 20%. Donc c'est vraiment un secteur qui, pour nous, offre l'avenir, est présent sur les thématiques d'avenir, sans pour autant prendre le risque des puces et donc des semi-conducteurs qu'on connaît actuellement. Oui, donc le fonds Big Data, donc, qui est un fonds qui a été lancé il y a près de 10 ans, donc une performance annualisée de 13,5%, donc avec quand même la caractéristique d'avoir une performance assez stable, assez peu sensible en fait aux périodes de repli dans le marché. Typiquement, le fonds a plutôt très bien résisté en 2022, phase effectivement de correction après le Covid, très bien résisté aussi sur l'épisode DeepSeek. Donc, depuis le début de l'année, le secteur de la tech fait pratiquement rien sur le plan boursier. Même les 7 grandes valeurs sont à peine en hausse de 1%, alors que le marché est en hausse de 3%. Donc le fonds Big Data est en hausse de 4%. Donc on a la capacité effectivement d'accompagner la performance de toute cette thématique, tout en étant extrêmement discipliné sur les risques. Fonds qui est relativement peu volatile, qui a des périodes de perte maximale qui sont effectivement très, très contrôlées. Et la façon effectivement dont on va implémenter la thématique dans le portefeuille, c'est d'avoir une poche de valeur tech. Et ça, vous allez trouver des sociétés dans les semi-conducteurs, dans le logiciel aussi. Mais surtout, ce qui va en fait faire un peu la différence, c'est qu'on a en fait une vraie vision de la pénétration de la thématique dans le reste de l'économie, et on a en fait un certain nombre de valeurs qui ont été les plus agiles, les plus innovantes dans l'utilisation du big data dans leur modèle économique, et qui vont effectivement présenter des bénéfices de diversification et qui nous permettent en fait d'être beaucoup moins, volatiles que la plupart des fonds thématiques qui ont tendance à concentrer les risques. Donc à la fin, vous participez donc à la performance et au potentiel de croissance à moyen long terme de la thématique, tout en étant effectivement moins volatile et moins exposé aux risques. Je crois que j'ai droit à 1 minute et demie, parce que tu es en train de te faire gronder là, de toutes parts. Là, Jean-Pierre devient fou, il est tout rouge là. Donc on va être très rapide. La sauce secrète, ce qu'on fait chez Atimis Gestion, j'ai parlé de 2 fonds. Atimis Millennial, c'est de la consommation et de la tech. Et ce que j'adore, c'est la consotech, c'est-à-dire des entreprises qui utilisent le levier, notamment du cloud, pour nous offrir des services. Je pense par exemple aux réseaux sociaux avec Meta, je pense évidemment à Netflix ou à YouTube en prolongation, qui est le premier média actuellement regardé dans le monde entier. Donc pour arriver à bâtir... Et puis le deuxième fonds, c'est Atimis Industrie 4.0,
digitalisation de l'appareil industriel. On a eu des perfs absolument superbes l'année dernière. On est nettement au-dessus des Magnificent Seven cette année. Je crois qu'on est à 7% et 6% sur le portefeuille, les deux portefeuilles depuis le début de l'année. Donc ça se passe plutôt très bien grâce à la diversification, parce que justement, on ne s'est pas endormi sur des Magnificent Seven avec des très grosses pondérations sur certains acteurs. La diversification, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'on a une grille de lecture, c'est les rule makers ou law breakers, c'est les entreprises qui font les règles et celles qui les cassent. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous avez un problème dans les valeurs de croissance. Vous êtes plutôt en train de vous faire prendre des parts de marché par les rule breakers, ou bien vous êtes détruit par les rule makers. Et la troisième chose, c'est que nous, on essaye vraiment de ne pas se contenter de lire le financier. Donc on voyage énormément, on lit énormément. Ma lecture préférée, c'est l'usine nouvelle, Industrie 4.0 oblige. C'est là-dedans d'ailleurs que j'ai eu l'idée de l'Industrie 4.0. Et puis on voyage beaucoup. Mon camarade Valentin était en Allemagne la semaine dernière. Je vais à Austin, au Texas, dans 15 jours. C'est la 6e fois que je vais à Austin à la conférence South by Southwest. J'ai trouvé énormément d'idées absolument géniales lors de ces voyages-là, énormément de confrontations, entre guillemets, de choses qui nous sont dites ou pas. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer d'être en amont par rapport à un moment où les brokers nous amènent l'idée, qui est souvent 18 mois, 1 an après, quand le titre a déjà monté. Et donc ça, c'est un peu les sauces secrètes chez Atimis. Et je crois si on ajoute à ça une bonne gestion du risque, je pense qu'on a de très très beaux jours devant nous. Encore une fois, l'idée, c'est d'aller chercher, d'avoir les yeux tournés vers l'avenir, mais les pieds bien ancrés dans le sol pour la gestion du risque. Ça va, j'ai 1 minute 30. Ouais, c'est une blague. Je vais faire 130 secondes. Ouais, merci, j'adore. Non, je fais 130 secondes à l'américaine. Fonds Sycomore Sustainable Tech, c'est un fonds article 9, 100% responsable. On a de la bonne perf, 43 en 2023, 35 l'année dernière, environ 4 cette année, je n'ai pas regardé hier. Environ la moitié du fonds est dans les semi-conducteurs, l'autre moitié dans les logiciels. Donc, on est sur plusieurs thématiques, pas seulement une. On est des investisseurs très bottom-up. Lucas et moi, qui est mon co-PM, lui c'est vraiment l'expert semi-conducteur, je suis l'expert logiciel. Et donc, on passe beaucoup de temps dans nos modèles, beaucoup de temps avec les compagnies. Je suis aux États-Unis au moins 3 mois par année, je suis américain-canadien. On passe du temps en Europe, visiter les boîtes. Et vraiment, ce qui nous différencie aussi, c'est qu'en étant un fonds article 9, on n'a pas beaucoup des méga-caps qu'on discutait. On a seulement 2 des 7 magnifiques qui passent nos règles, nos filtres. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Donc, on est capable de faire de la bonne perf qui est responsable, puis on essaie de la répéter et de la progresser à chaque année. Donc, c'est ça. OK. Ben, merci à vous. Merci, Yann.